Dans la partie occidentale de Luxor, l'ancienne Thèbes, se dresse le temple funéraire d'un des plus grands pharaons égyptiens, Ramsès II. C'est un immense ensemble architectural d'environ 5 hectares et sa construction date de 1277 avant Jésus-Christ. Cet édifice, le Ramesséum, fut un vaste complexe religieux et économique. Il présente des vestiges d'importance comme des portes monumentales, des pylônes, des peintures, des statues géantes, des bas-reliefs, ainsi que des annexes en briques crues et un sanctuaire. Depuis 1991, Christian Leblanc, égyptologue au CNRS et directeur de l'association de sauvegarde du Ramesséum, dirige les fouilles et la restauration de ce site. Cette nouvelle campagne de fouilles va permettre de contribuer à redonner au site l'aspect qu'il avait il y a plus de 2000 ans, en attendant une prochaine mission qui continuera ses travaux. L'Égypte ancienne a toujours fasciné les archéologues. Avec ses 3000 ans d'histoire et ses quelques 300 pharaons et 30 dynasties qui se sont succédées, l'Égypte regorge de trésors antiques. C'est Napoléon, lors de son expédition en Égypte, qui s'intéresse le premier à l'égyptologie. Puis quelques pays occidentaux comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne s'intéressent également au passé égyptien, mais aucune grande fouille n'est réellement menée. Le seul attrait de l'Égypte étant les trésors cachés de ses pharaons. Mais petit à petit, durant le XXe siècle, grâce aux scientifiques, la société, la religion, l'économie et l'histoire de l'Égypte antique ont pu être reconstituées et des périodes vides de l'histoire ont pu être comblées. L'égyptologie a permis de redonner une identité au peuple égyptien et de lui prouver la grandeur de sa culture. L'Institut français d'archéologie orientale, eh bien, c'est par cette école, finalement, que sont passés un très grand nombre d'égyptologues, d'archéologues, de philologues français. Voilà. Donc, en fait, on a, à partir de Gaston Maspero, une évolution encore un petit peu, si vous voulez, de la présence française en Égypte en ce qui concerne l'archéologie. Et on va la retrouver d'ailleurs au cours de, des décennies suivantes, puisque pendant très longtemps, le service des antiquités de l'Égypte continuera d'être dirigé par des experts français, jusqu'à la révolution finalement qui a été conduite par Gamal Abdel Nasser. On a aussi bien des Français, des Anglais, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Russes, des Américains. Donc on a pratiquement un grand éventail de nationalités, si vous voulez, dans la recherche égyptologique sur place en Égypte. Du fait de son histoire partagée en quelque sorte avec l'Égypte, la France est très présente dans ce pays, et l'Allemagne aussi d'ailleurs, parce qu'il faut dire que ce sont certainement les deux nations qui sont les plus représentées au niveau de l'archéologie. Mais tout ça, c'est tout simplement parce que c'est une tradition qui existe dans notre pays d'abord, mais aussi en Allemagne. Il faut savoir que là, on est les héritiers de Champollion et puis aussi de Lepsius. Donc, en fait, je pense que c'est la raison qui explique que la France soit aussi présente encore en Égypte, dans le milieu archéologique, égyptologique, comme l'est d'ailleurs aussi l'Allemagne. Donc, je crois qu'effectivement, c'est la raison pour laquelle nous sommes toujours très présents dans ce domaine. Les premiers fouilleurs finalement qui sont venus travailler au Ramesséum, ils ont parcouru le site, ils ont beaucoup prospecté de tombes, surtout à la recherche d'ailleurs d'objets, de mobilier funéraire qui pouvaient là encore éventuellement enrichir les musées étrangers.
Et puis il a fallu attendre quand même les années 1906. C'est dans cette période-là que, alors c'était à ce moment-là à Thèbes que se trouvait en poste Howard Carter, qui était inspecteur en chef des antiquités. Et Howard Carter a souhaité que le ramesséum soit nettoyé. Alors il y a eu tout un travail de nettoyage, de dégagement du temple. Mais je dis bien de nettoyage, pas de fouille. Ce qui veut dire que tous les déblais qui étaient à l'intérieur du monument ont été reportés vers l'extérieur. Là, c'est un travail qui a été notamment d'ailleurs réalisé par l'architecte des Antiquités de l'époque, qui était Émile Barrès, donc un Français. Et Émile Barrès a été chargé finalement de dégager tous ces déblais et de faire autour du ramesséum une sorte d'immense rempart de ces déblais, qui était d'ailleurs à l'époque assez intéressant, puisque ça a été peut-être une des premières valorisations d'un site archéologique, puisque les touristes pouvaient monter sur ces déblais et avoir même des vues panoramiques sur ce temple. Alors, on en est resté là pendant très longtemps, il faut bien le dire. Après ça, le ramesséum a été plus ou moins abandonné au niveau de la recherche archéologique, et il faut attendre quand même les années 70 pour qu'on voit réapparaître des équipes scientifiques qui vont commencer à s'intéresser à d'abord un véritable relevé archéologique. Alors tout ceci, bien sûr, s'enchaîne après la visite des voyageurs du passé. Et des explorateurs du passé. J'évoquais tout à l'heure notamment, bien sûr, l'expédition de Bonaparte, Champollion, Rosellini, il y a eu Lepsius. Tous ces gens sont passés par le ramesséum, ont fait des observations. Mais quand je parle des véritables fouilles, c'est surtout à partir, évidemment, du 1896 où pratiquement ces recherches ont été faites, et encore à une époque où la recherche scientifique était surtout encore, si vous voulez, une recherche où c'était de beaux objets qu'on voulait. Ce n'était pas un contexte particulier, c'était surtout une quête de beaux objets. Alors bien entendu, après cela, il faut attendre, disons, les années 1970 où là il y aura des premiers relevés qui seront faits. Il y aura des priorités qui seront données sur d'autres monuments de Thèbes, ce qui veut dire que de nouveau le ramesséum sera délaissé à un bon moment, et c'est en grosso modo vers les années 1989-90 qu'il y a eu une véritable activité qui a repris dans ce monument, et là cette fois-ci une activité tout à fait systématique. J'entends par là bien sûr qu'il était question, lorsqu'il a fallu prendre en concession archéologique ce monument, s'intéresser bien sûr à des fouilles archéologiques, c'est-à-dire essayer de l'explorer de manière entièrement systématique, parcourir quartier par quartier du site, faire un relevé archéologique, architectural de ce monument sur sa totalité. Alors ça, c'est un travail, oui, qui a commencé il y a maintenant une vingtaine d'années et qui est loin encore d'être terminé, puisqu'il faut savoir que si on a déjà beaucoup travaillé sur cet édifice, non seulement d'ailleurs à travers des fouilles archéologiques, des relevés architecturaux, iconographiques, épigraphiques, mais il y a aussi tout un travail de restauration, de conservation, de protection, de valorisation qui sont aussi nécessaires, si vous voulez, puisque aujourd'hui, on ne fouille plus un site archéologique sans avoir en mémoire ces facettes qui sont absolument complémentaires et indispensables pour valoriser un site. Ce monument, la première description que nous avons de lui, nous la devons à un historien grec. Car c'est Diodore de Sicile qui, au 1er siècle avant notre ère, parcourant l'Égypte, va s'arrêter à Thèbes et va visiter ce qu'il appelle alors le tombeau d'Ozymandias. Ce tombeau d'Ozymandias, c'est le ramesséum que l'on voit aujourd'hui, mais bien entendu en grande partie démantelé. Il faut savoir qu'à l'époque où Diodore parcourt ce monument, il est encore en grande partie intact. La description qu'il va nous donner va pouvoir nous donner une idée de ce qu'a pu être finalement cette fondation au temps de sa splendeur. Avec, bien entendu, un premier pylône qui se trouve là. Il y avait bien entendu une première cour avec des portiques. Il décrit, d'ailleurs Diodore décrit les couleurs même qu'avaient ces portiques, avec des figures osiriaques, notamment du côté nord.
Dans cette première cour, il y avait aussi des colosses, de majestueux colosses. Il nous signale le colosse d'Ozymandias, à savoir Douzer-Matré, c'est-à-dire de Ramsès II, donc un colosse qui représentait le roi divinisé. Il évoque aussi une statue monumentale de la mère du roi, à savoir la reine Touy. Ce colosse, d'ailleurs, pendant très longtemps, avait disparu, oublié, complètement ignoré, et ce qui a fait que très souvent des traducteurs de Diodore de Sicile ont remis en question, si vous voulez, ses propos, en disant qu'il avait peut-être un peu affabulé à propos de ce qu'il nous écrivait du tombeau d'Ozymandias. Or, aujourd'hui, nous savons qu'il avait parfaitement raison, grâce à tous les fragments que nous avons pu retrouver, justement, notamment du colosse de cette reine. Cette sculpture-là, il y a encore un mois, tous les morceaux étaient par terre. De même que tous les morceaux du colosse à côté, là, vous voyez qu'il y a, bon, ben, tout ça, c'était devant, donc on a pu ranger tout ça. Un autre programme, après, nous permettra de le ranger ailleurs. Mais au moins maintenant, moi, je suis content d'avoir fait ça dans la mesure où quand on venait, le profane qui arrivait là au début, il était un petit peu perdu entre les mains, on ne savait pas combien il y avait de colosses, beaucoup ne savent pas combien. Au moins là maintenant, il y aurait une lecture parfaite et c'était le but recherché par le directeur de la mission, d'avoir au moins une lecture, une bonne lecture de ce qu'était ce colosse à cet endroit-là et l'autre à côté. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les traducteurs de Diodore de Sicile, donc notamment des hellénistes, qui s'étaient penchés sur le fameux tombeau d'Ozymandias, qui l'avaient traduit, qui avaient essayé de comprendre un petit peu ce qu'il avait, essayé de dire sur ce monument exceptionnel, les hellénistes se sont posé des questions en disant, bien sûr, quand on est au Ramesséum, nous voyons cet énorme colosse de Ramsès II, mais finalement, nous voyons bien peu, il n'y a pratiquement rien qui reste de sa mère. Donc, est-ce que Diodore a dit vrai? Est-ce que ce n'est pas de l'imagination? Est-ce que ce n'est pas de l'affabulation? Et on s'est rendu compte qu'au fond, ce colosse existait bien. Et c'est la raison, au fait, qui a poussé, si vous voulez, aussi à le remonter en fonction des fragments qui étaient sur place. Alors, c'est le travail qu'a mené notamment Daniel Esmoin cette année, et qui permet de voir réapparaître dans son contexte de la première cour la reine Touy, c'est-à-dire la mère de Ramsès II. Et je pense que finalement, la reconstitution de cette statue, même partielle, c'est à la fois évidemment rendre une certaine dignité à cette reine dans le contexte du temple de son fils, mais c'est aussi peut-être un bel hommage qui est rendu à Diodore de Sicile pour vraiment affirmer que Diodore ne s'était pas trompé, que ce n'était pas de la fabulation, que la reine Touy était bien la mère de Ramsès II dans le contexte de cette première cour. On a eu quelques difficultés qui ont été celles d'adapter le morceau du coude, puisque celui-ci était dans le vide. Mais une chance, on s'est aperçu que finalement, tous les morceaux cliquaient ensemble. Ce qui veut dire que la partie qui avait été débitée, là, n'a pas bougé depuis l'Antiquité, depuis l'époque où elle était débitée. Alors ça aide à comprendre aussi comment ils ont débité, mais la reconstruction était d'autant plus facile et on est sûr maintenant qu'on n'a pas du tout interprété. Il y avait suffisamment d'éléments, que ce soit sur le socle en grès ou sur la pièce en granit, pour être dans le vrai. On est sûr que l'on ne s'est pas trompé. Alors dans l'évolution évidemment du remontage de la sculpture, on s'est aperçu, et c'est avec Christian Leblanc, on s'est interrogé sur plein de choses entre eux, parce que vous savez, il y a le sculpteur et le scientifique, donc c'est un travail collectif. On s'est aperçu qu'il y avait d'autres personnages sur les côtés, chose qu'on n'avait pas forcément vue dès le départ. Et puis une fois que cette partie est remontée, donc on fait un peu le principe de ce qu'on appelle une anastylose, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de reconstruire complètement la statue, puisqu'on n'en a que la moitié, voire les 3/4. Mais pour la consolider, pour que ces morceaux tiennent, j'étais obligé de faire une construction derrière, ou sur les côtés. Donc ces morceaux-là, c'est des morceaux qui sont en grès. Et là, mon travail maintenant, c'est de remodeler toute la partie manquante. Alors, avec un retrait, de façon à ce que l'on puisse voir exactement quelle est la partie de restauration et quelle est la partie ancienne.
ce qui fait qu'on est obligé de travailler un petit peu en se mettant dans l'ambiance de l'époque, parce que même si on parle de symétrie, il n'y a rien de symétrique. On est dans un contexte de restauration, on ne reconstruit pas. Donc il faut bien mélanger cette osmose, quoi, je dirais, entre les deux, quoi. L'ensemble des fragments était sur le site. C'est-à-dire que lorsqu'on a détruit les images de Ramsès II et de Touhi, ce n'était pas dans un but économique qui aurait été de prendre de la pierre pour la transporter vers un autre site et la réutiliser. Non, les fragments étaient là. Au fur et à mesure où avançait cette enquête, nous sommes rendus compte aussi que la statue elle-même de Ramsès II avait été vraiment très endommagée. Au niveau du visage déjà. Tous les traits du visage avaient été pratiquement effacés. Donc une volonté de détruire le physique du roi. Et puis au niveau du front, une large saignée qui traversait le front et qui là s'avérait être une saignée d'abattage. Ce qui voulait dire que finalement, ces statues, dans un premier temps, avaient dû être débitées, puis abattues. Alors bien entendu, ça posait un problème d'histoire. À quel moment, finalement, de l'histoire du Ramesséum, eh bien, des hommes étaient venus là pour s'attaquer à ces images monumentales. Alors c'est vrai qu'en poursuivant cette enquête, on est arrivé quand même à une conclusion aujourd'hui qui serait que c'est à l'époque chrétienne, finalement, que ces deux images auraient été détruites. Et il est vrai que nous avons des éléments qui vont permettre de pouvoir le restructurer, donc le compléter. Et une fois que ce socle sera complété, nous pourrons aussi réinstaller sur ce socle, sur ce piédestal, les deux pieds de Ramsès II qui ne sont pas à leur place aujourd'hui. Alors bien entendu aussi, l'intérêt est d'étudier ces colosses. Que représentaient-ils vraiment pour les anciens Égyptiens? Alors nous savons que l'image de Ramsès II, c'était une forme divinisée de Ramsès II. D'ailleurs, ce colosse portait un nom. Il s'appelait Soleil des Princes, Ré Enekaou. C'était le nom que l'on donnait à ce colosse. Il faisait aussi l'objet de culte. Donc voyez-vous, une forme divinisée, une facette divinisée de Ramsès II, dans le contexte de son château de millions d'années. Et cet édifice de culte, nous en avons retrouvé des vestiges à la base, avec des petites colonnettes, voyez-vous, là on voit les bases encore en place. Donc tout ceci va permettre de mieux comprendre un petit peu comment tout cela s'organisait à l'époque de Ramsès II. Et puis nous savons que ces colosses bénéficiaient d'un clergé. Ils avaient tout un clergé qui était à leur disposition, qui s'occupait justement de gérer les liturgies, les cultes, etc. Nous savons aussi que ces colosses royaux étaient détenteurs de biens fonciers. Ils étaient propriétaires parfois de vignobles, d'oliveraies. Et nous savons dans le cas du colosse de Ramsès II, qui est ici, que toute une production d'huile qui venait des oliveraies du delta appartenait précisément au domaine de Ré Enekaou. C'est-à-dire que nous avons vu converger vers le Ramesséum des jarres remplies d'huile d'olive qui venaient des domaines de Ré Enekaou, c'est-à-dire d'un des colosses de Ramsès II. Donc là, ce sont des choses qui sont un peu nouvelles pour nous dans l'imagination, parce qu'on imagine mal que des statues, finalement, puissent être aussi propriétaires, finalement, de biens fonciers, de terres agricoles, de vignobles, d'oliveraies. Eh bien, c'était le cas, voyez-vous, non seulement d'ailleurs de ce colosse, mais de bien d'autres colosses, non seulement de Ramsès II, mais d'autres pharaons, parce que nous avions là des formes divines qui étaient autant de facettes du roi régnant, pour lesquelles on entretenait bien entendu un culte. Donc nous avions le roi qui était un petit peu la facette humaine, si vous voulez, le souverain qui régnait sur l'Égypte, qui essayait d'apporter un bien-être à sa population, qui gérait les affaires administratives et courantes, qui gérait aussi bien entendu les guerres quand il y avait des guerres, donc les conflits. Et il y avait aussi à côté de cela d'autres facettes de ce roi qui, elles, sous cette enveloppe, voyez-vous, de pierre, de granit, parce qu'il faut quand même savoir que ce colosse pesait presque 1000 tonnes, qu'il venait des carrières d'Assouan. Donc il faut aussi d'ailleurs imaginer l'arrivée de ce colosse au Ramesséum. Une fois extrait des carrières d'Assouan, il a fallu certainement le transporter sur le Nil, donc le faire venir jusqu'à Thèbes, 200 km. Vous imaginez probablement la liesse qu'il devait avoir sur les rivages lorsqu'on a vu arriver progressivement ce colosse vers son lieu où il allait être dressé. Donc, bien évidemment, voyez-vous,
Ce sont des monuments très importants dans le contexte de ce temple et qui permettent aussi de mieux comprendre, voyez-vous, une des facettes du culte royal à l'époque ramesside notamment. Un culte qui se faisait en particulier à travers les images pétrifiées du roi, qui étaient des colosses, des statues, et qui portaient toujours d'ailleurs des noms très particuliers. Le Ramesséum, ce grand temple de Ramsès II, couvre 10 hectares. Dans la partie dégagée aujourd'hui, sans tenir compte de tout ce qui est même devant ce premier pylône, par exemple, devant ce premier pylône, il faut savoir qu'il y avait un parvis, il y avait une porte monumentale, il y avait des aménagements portuaires. Donc, voyez-vous, tout ceci, toute cette surface finalement, qui est quand même particulièrement importante, n'a été pour le moment explorée, je dirais, de manière systématique que pour la moitié. Donc il y a encore, voyez-vous, toute une tranche de travail qui attend les nouvelles générations d'archéologues et d'égyptologues. Nous sommes dans un édifice qui était entièrement en pierre. Il y avait tout un ensemble de dépendances en briques de terre crue, des bâtiments d'ailleurs qui étaient voûtés. On voit encore aujourd'hui un certain nombre de voûtes in situ, qui sont d'ailleurs les plus anciens vestiges de voûtes que nous avons finalement de l'histoire. Et dans ces bâtiments voûtés, qui entouraient le temple sur 3 de ses côtés, eh bien, étaient là les services administratifs, les services économiques et je dirais même socio-culturels qui étaient en relation avec, bien entendu, tout le personnel de prêtres qui gérait cette institution. Alors, cette première cour donnait elle-même accès, par un escalier monumental, à une deuxième cour, qui était une cour péristyle. Alors là encore, avec des piliers osiriaques qui représentaient le roi dans une forme, si vous voulez, un petit peu momiforme, en quelque sorte, enveloppé dans une sorte de gaine. Il y avait là aussi des statues, bien entendu, puisqu'on savait que dans cette seconde cour, il y avait 2 statues du roi qui flanquaient l'escalier qui petit à petit permettait d'accéder à la grande salle hypostyle du temple. Alors, Ramsès II, bien sûr, c'était un personnage assez important pour le Nouvel Empire. C'est quand même un des grands rois, un des grands pharaons du Nouvel Empire. Donc nous sommes au XIIIe siècle avant notre ère. C'est un roi qui va régner, c'est un des plus longs règnes d'ailleurs, c'est 67 ans de règne, Ramsès II. Il va monter sur le trône assez jeune. Son père est Séti Ier, sa mère Touhi ou Mout Touhi. Il va certainement être associé d'ailleurs au trône, dans le sens où son père va lui donner un petit peu les rudiments du pouvoir avant de disparaître. Et lorsque Ramsès devient pharaon, il doit avoir environ entre 22 et 25 ans. C'est donc un jeune roi qui a beaucoup d'ambition, parce qu'il faut quand même savoir que Ramsès II a été surtout un roi constructeur. Il a laissé ses cartouches sur pratiquement tous les sites d'Égypte, depuis le delta jusqu'à la Nubie, et même au-delà. C'est un roi constructeur et qui a surtout aussi été un roi
guerrier, puisqu'il faut savoir que dès l'an 5 de son règne, il va s'engager dans une campagne militaire qui va le conduire dans le monde hittite, où il va rencontrer des forces fédérées et qui vont l'amener évidemment à mener une bataille assez rude, mais dans laquelle il ne va pas sortir victorieux, la fameuse bataille de Kadesh. Ceci dit, il va certainement continuer encore à mener quelques expéditions punitives durant son règne, en tout cas jusque vers l'an 20, et qui vont lui permettre de mieux redéfinir les frontières de son territoire. Une Égypte qui sera une Égypte encore assez grande, avec des relations commerciales importantes avec l'étranger, avec aussi le souci quand même de faire appel à toute une main-d'œuvre étrangère, car non seulement les guerres très souvent faisaient venir, bien entendu, des prisonniers étrangers en Égypte, qui d'ailleurs souvent travaillaient d'ailleurs dans les carrières, mais il y a à son époque aussi tout un ensemble de communautés qui vivent en Égypte et dont certaines d'ailleurs de ces communautés, à travers les familles qu'elles regroupent, eh bien, vont faire souche. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir de quelle façon ces communautés vont s'intégrer en Égypte à l'époque de Ramsès II, puisqu'on sait que certains hauts fonctionnaires de l'État de Ramsès II seront souvent d'origine étrangère. Ramsès II va aussi, disons, s'entourer de gens très brillants. La plupart des hauts fonctionnaires de la couronne sont de grande qualité, que ce soit son beau-frère, notamment Tia, qui va être un administrateur de ce temple au début du règne. Il faut savoir que le Ramesséum va être mis en chantier aussi dès le début du règne. Et c'est une œuvre assez extraordinaire parce que c'est une œuvre personnelle, c'est une œuvre dans laquelle il va essayer de glorifier finalement son règne. Et dans ce monument, on va voir se succéder tout un ensemble d'administrateurs qui seront de hauts fonctionnaires de l'État. On va redécouvrir Ramsès II beaucoup plus tard, lorsque les profanateurs vont atteindre cette sépulture, comme d'ailleurs toutes les autres sépultures royales, et vont transporter, enfin à travers les prêtres bien entendu, à la 21e dynastie, toutes ces momies royales vers une cachette, la fameuse cachette de Deir el-Bahari, dans laquelle notamment on retrouvera plusieurs momies de pharaons de l'époque ramesside, dont la momie de Ramsès II, qui se trouve d'ailleurs aujourd'hui au musée du Caire. Cette momie, nous le savons, a aussi été traitée en France en 1976 à la suite de problèmes si vous voulez, de champignons qui avaient commencé à attaquer la momie. Donc il y a eu un accord qui a été passé à cette époque entre les présidents Anwar el-Sadat et Valéry Giscard d'Estaing, qui a abouti au fait que la momie est venue se faire traiter pendant 6 mois en France et est revenue en Égypte, alors parfaitement, si vous voulez, soignée, en fait. Alors, cette momie a appris aussi beaucoup de choses à travers les analyses, les examens qu'elle a pu subir, et notamment nous donner des indications plus précises sur la mort de Ramsès II et surtout l'âge vers lequel il a dû mourir. Car quand on voit la période de règne du roi, 67 ans, s'il est monté sur le trône à l'âge de 22-25 ans, qu'on lui accorde 67 ans de règne, c'est un homme qui a dû mourir aux environs de 90 ans, ce qui est une chose tout à fait exceptionnelle pour l'Égypte ancienne. Quand on sait que les taux de mortalité étaient proches de 45-50 ans, un homme qui allait mourir à 90 ans, c'était quelque chose d'absolument étonnant. Il y a l'architecture, mais il y a aussi de l'iconographie. Les parois sont recouvertes de toute une thématique. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que cette thématique est en relation, finalement, avec la grandeur du règne. C'est donc un peu une propagande royale que nous voyons s'étaler sur les parois et qui, généralement, d'ailleurs, tourne autour de 4 grands thèmes. Il y a un thème, bien sûr, qui est un thème plus militaire. C'est une façon de montrer un peu Pharaon dans son action guerrière, les conflits qu'il a pu mener contre des contrées étrangères. Donc au Ramesséum, nous avons bien entendu l'évocation
d'un grand conflit qui a été celui de la bataille de Kadesh, menée en l'an 5 du règne contre la confédération hittite. Bon. Nous avons aussi parfois, dans la salle hypostyle, représenté d'autres thèmes militaires, comme par exemple la fameuse bataille menée en l'an 8 contre la cité de Tounip et de Dapour en Syrie. C'est vrai que Ramsès II semble, à travers l'iconographie qu'il nous en a laissée, et même les textes aussi, notamment le célèbre poème de Pantaour, on a l'impression que Ramsès II a été un être exceptionnel dans le cadre de cette bataille. Il fait figure même de héros, mais nous savons quand même que la citadelle de Kadesh n'a jamais été prise par les forces égyptiennes. Il y a eu donc une bataille menée sur le terrain, qui a entraîné certainement beaucoup de morts et de blessés. Et puis à un moment donné, il y a eu un échange entre le chef hittite et Ramsès II pour parvenir en quelque sorte à une sorte d'armistice, de statu quo. Et ce qui fait qu'à un moment donné, eh bien, les forces égyptiennes sont reparties vers l'Égypte, et puis le monde hittite a été assez tranquille, ce qui ne veut pas dire que la guerre s'est arrêtée pour autant. On a quand même tout un ensemble d'années qui va devoir être mis à profit pour régler un certain nombre de litiges, notamment frontaliers. C'est d'ailleurs pour cela que Ramsès II va repartir finalement en guerre et mener surtout des expéditions punitives dans un certain nombre de cités qui sont en bordure des frontières du territoire jusque-là acquis par l'Égypte. Très souvent d'ailleurs des citadelles et des populations qui étaient passées sous tutelle hittite et qu'il fallait faire revenir vers l'influence égyptienne. Et ce n'est que donc en l'an 21 où on semble avoir redessiné une cartographie un petit peu des frontières de l'Égypte et du reste du monde, et notamment du monde hittite, que l'on va pratiquement procéder à un traité de paix. Ce traité de paix, signé en l'an 21 entre Ramsès II et Hattushili III, est un traité de paix intéressant par ses différents articles, parce que quand on regarde bien, il y a une volonté de la part des deux empires de pouvoir collaborer ensemble, non seulement dans le cadre de relations commerciales, mais aussi même de fraternité entre les deux empires, c'est-à-dire que si l'Égypte était attaquée par une population étrangère, les Hittites viendraient à sa rescousse pour aider l'Égypte. Donc on voit très bien que c'est un véritable traité de paix. Alors est-ce le premier traité de paix connu dans l'histoire? Écoutez, pour le moment, en tout cas, c'est le premier traité de paix documenté. Il y en a peut-être eu d'autres avant, mais en tout cas, c'est celui qui est le documenté aujourd'hui. Alors ce traité de paix a été évidemment important parce qu'il apparaît non seulement dans une version égyptienne, écrite donc en hiéroglyphes, mais aussi dans une version pratiquement akkadienne. Nous avons les deux versions du traité de paix. Il y a une autre thématique que l'on retrouve, c'est une thématique plus politique en quelque sorte. Et là, par exemple, les parois que nous avons devant les yeux nous montrent évidemment le roi conduit par deux grands dieux du royaume qui sont Mentouré et Atum et qui petit à petit progressent vers un ensemble de dieux, de divinités qui sont installés sur des trônes, Amon, Mout, Ronsu. Et là, c'est le roi qui va, disons, être dans une séquence de ce que va être le couronnement royal. Donc cette reconnaissance par le dieu de Thèbes, Pharaon, Ramsès II, est bien reconnu comme Pharaon. Alors c'est donc là, voyez-vous, toutes ces parois évoquent en quelque sorte l'un des autres thèmes que l'on va retrouver, reproduit à plusieurs reprises dans le contexte de ce temple. C'est la montée royale, le couronnement du roi par le dieu Amon en personne, et puis l'inscription par Thoth, le greffier divin, de l'acte de couronnement. Donc voyez-vous, c'est une de ces séquences qui sont liées plutôt à la vie politique finalement de Ramsès II.
nous arrivons dans une partie du temple qui était bien entendu couverte, parce que nous avions des parties ouvertes, les cours, bien entendu, les 2 premières cours du Ramesséum. Et là, nous allons pénétrer petit à petit dans cette partie qui est la partie la plus, disons, la plus intime du temple, puisqu'il faut quand même savoir que plus on progresse vers les chambres qui vont atteindre le sanctuaire, moins de personnes peuvent accéder à ces parties du temple. Alors nous avons ici bien sûr une superbe salle hypostyle qui est encore conservée presque intégralement. Ça, c'est assez extraordinaire de voir ces chapiteaux avec ces ombelles qui sont tout à fait élégantes. On est encore dans une architecture, si vous voulez, qui est de très belle qualité pour l'époque ramesside. Et cette grande salle hypostyle qui, en quelque sorte, donne l'idée, si vous voulez, d'une sorte de forêt de papyrus, en quelque sorte. Marécage primordial aussi, et cette image du marécage primordial, permettait d'accéder à donc toute une autre série de salles, plus petites cette fois-ci, qui étaient aussi des hypostyles. Il y en avait 3 autres qui suivaient en enfilade. Et puis alors tout à fait au fond, donc aujourd'hui, bâtiment qui a entièrement disparu en élévation, se trouvait le sanctuaire, le Saint des Saints. Et ce Saint des Saints était lui-même flanqué de tout un ensemble de chapelles latérales. Là, nous sommes au cœur du temple lui-même, c'est-à-dire là, surtout, où étaient gérées toutes les liturgies, les cultes, les cérémonies, et puis aussi les offices, et qui étaient des offices d'ailleurs quotidiens, puisqu'on sait que plusieurs fois par jour, les tables d'offrande devaient être pourvues, bien entendu. Donc il y avait là tout un personnel de prêtres qui avait à gérer cet édifice, depuis le règne de Ramsès II, pratiquement, jusqu'à la fin de l'époque ramesside, c'est-à-dire jusqu'au moment où le Ramesséum va être désaffecté. Car nous savons qu'à partir de la 3e période intermédiaire, c'est-à-dire nous sommes environ vers l'an 1000 avant notre ère, cet édifice va être abandonné. Dans un premier temps, il va d'ailleurs être pillé, profané, et puis ensuite abandonné, récupéré par les prêtres du clergé thébain, qui, eux, vont le transformer à d'autres fins, puisqu'on sait que le Ramesséum deviendra, à partir de ce moment-là, une vaste nécropole sacerdotale, destinée d'ailleurs au petit personnel d'Amon à Karnak, et notamment un personnel de prêtres, d'officiants, qui vont, avec leur famille, pouvoir choisir une concession funéraire et pouvoir donc être inhumés dans ces lieux. Le décret de Théodose, l'édit de Théodose va fermer finalement les temples et où on va faire la guerre contre le paganisme. C'est à ce moment-là probablement que vont être détruites à la fois les colosses royaux, les statues, toutes les grandes figures osiriaques qu'il y avait dans la 2e cour et dans la 1re cour, dont les têtes ont été pratiquement coupées, et tout un travail aussi de martelage qui se fera sur les parois. Ça, c'est très important parce que quand on progresse dans ce temple, on verra qu'il y a beaucoup d'images, non seulement des images royales, mais aussi princières, des images divines qui ont été martelées. Et ça, ces martelages-là sont surtout en grande majorité dus à l'époque chrétienne, c'est-à-dire celle qui a peut-être même précédé l'occupation chrétienne de ce temple. On est dans une phase encore où pratiquement on détruit l'image. Tout simplement parce qu'on sait ce qu'était le pouvoir de cette image. C'est que les Coptes n'étaient rien d'autre que des Égyptiens, finalement. C'était des Égyptiens, bien sûr. Donc il faut quand même savoir que
À l'époque pharaonique, l'image avait un rôle très important. Lorsque l'artisan sculpteur allait dessiner une image sur ses colonnes ou sur ses parois, il allait donner vie à l'image. Donc cette image était pourvue d'un pouvoir en quelque sorte. Et c'est ce pouvoir que l'on va pratiquement détruire à l'époque chrétienne. C'est-à-dire qu'on va effacer, détruire surtout les parties, si vous voulez, actives de cette image. C'est pour ça que très souvent ce sont les visages que l'on va marteler, les mains, les bras, les pieds, les jambes, c'est-à-dire toutes les parties constitutives du corps qui sont considérées comme actives. Et à partir de ce moment-là, eh bien évidemment, on annihile en quelque sorte, si vous voulez, tout le pouvoir magique, tout le pouvoir négatif de ces images. Ces fondations royales, elles ont fonctionné jusqu'à la fin de l'époque ramesside, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'institution royale va économiquement s'effondrer. En tout cas, à Thèbes, il est clair qu'on voit bien vers la fin de la XXe dynastie, ce sont les pillages des tombes royales, ce sont les pillages des grandes fondations royales, et à un moment donné, le pouvoir n'existe plus. C'est là où les prêtres d'Amon vont monter sur le trône, et c'est à ce moment-là que ces grandes fondations royales n'ont plus de raison d'exister, puisqu'il n'y a plus de culte royal. Alors, le clergé d'Amon va les prendre sous tutelle et va en faire, si vous voulez, un petit peu ce qu'il veut. Nous savons que dans le cas du Ramesséum, par exemple, eh bien, les lieux ont été réaménagés pour devenir une immense nécropole sacerdotale. C'est là où tout un ensemble de prêtres et leurs familles, pendant des générations, ont été enterrés. Alors enterrés à la fois dans certaines parties du temple, mais aussi enterrés dans tous les magasins, sur les voies processionnelles. Donc on a là tout un ensemble de concessions funéraires, d'ailleurs que nous devons également prendre en considération dans le cadre de nos travaux de fouilles. Quand on est, si vous voulez, responsable d'un site comme celui-ci, on doit agir avec beaucoup de sagesse. Hein. Il ne s'agit pas de tout remonter. Alors, ce qu'il y a, c'est d'abord, il y a des étapes. La première étape, c'est d'abord la fouille archéologique. Il faut déjà fouiller les lieux, essayer de voir ce que ces lieux, une fois fouillés, vont pouvoir nous donner comme information, et à partir de là, voir comment on peut éventuellement restituer ces lieux, si on peut le faire. Alors c'est vrai qu'on a finalement deux aspects à traiter. On a un aspect qui est en pierre, c'est-à-dire le monument de pierre, le temple proprement dit, et puis il y a tout ce qui est en briques de terre crue, et là, qui sont tout un ensemble de bâtiments économiques et administratifs. Donc des matériaux déjà différents, une approche aussi différente, sachant qu'il n'en reste souvent que les fondations, des dallages ou des amorces de, disons, de murs ou de portes. Il ne s'agit pas de remonter l'édifice en élévation sur toute sa hauteur, c'est invraisemblable, on ne peut pas faire des choses comme ça. Donc on doit simplement suggérer par la présence d'une assise, si vous voulez, là où se trouvaient les murs. On s'arrête là. C'est-à-dire qu'on reste quand même, si vous voulez, dans une restauration qui reste en quelque sorte soumise à des possibilités de modification. Hein. C'est pas une restauration définitive, c'est-à-dire que si dans 20 ans, dans 50 ans, ceux qui viendront après nous pensent que ce que nous avons fait n'est pas bien, ils auront toujours la possibilité de changer. C'est-à-dire qu'on reste dans une restauration réversible. Et ça, c'est essentiel.
Dans ce site, nous avons pu aussi retrouver, au fil des ans, tout un ensemble de quartiers qui concernaient par exemple les cuisines, les boulangeries, les intendances, les ateliers, l'école du Ramesséum, que l'on connaissait à travers notamment la tombe d'un certain Amenouassou, qui avait été scribe du Père Henri, c'est-à-dire scribe de la maison de vie. La maison de vie, c'était l'institution scolaire finalement, l'institution scolaire dans l'Égypte ancienne. Dans sa grande période de prospérité, cette fondation royale, qui était quand même gérée par tout un personnel, bien entendu, d'administrateurs, de fonctionnaires, de religieux également, eh bien, en pleine période de prospérité, cette fondation permettait probablement à 3000 familles de Thèbes de pouvoir vivre. C'est quand même, ça montre bien, voyez-vous, aussi l'impact que pouvaient avoir ces fondations royales sur la population environnante et qui était au service du roi. Il y avait bien sûr aussi, rattaché à ce monument, un immense parvis en façade, un quai débarcadère, donc avec des aménagements portuaires qui permettaient par un canal de pouvoir atteindre le Nil. Il y avait de superbes jardins, puisque nous savons qu'il y avait des jardins qui étaient rattachés. Nous connaissons même le directeur des jardins du Ramesséum. Et puis alors, il y avait, chose absolument unique pour cet édifice, des voies processionnelles qui entouraient l'édifice sur 3 de ses côtés. Alors ça, c'est un aménagement tout à fait invraisemblable, intéressant dans un sens, parce qu'il n'y a pas d'autre temple égyptien qui présente, si vous voulez, ce type d'aménagement. Les voies processionnelles qui entouraient le Ramesséum étaient certainement destinées à l'occasion de grandes fêtes thébaines, qui célébrait bien sûr le dieu Amon, mais qui devait célébrer aussi le roi régnant, c'est-à-dire Ramsès II, et bien de pouvoir contourner le temple à un certain moment, avant peut-être d'aller rejoindre le fameux sanctuaire sacré de la rive gauche, qui était celui de Djémé, en fait. Là où se trouvait la fameuse butte primordiale, là où pour les théologiens thébains, le monde était venu à l'existence pour la première fois. On le voit, mission après mission, l'histoire du Ramesséum se précise. Mais la restauration ne remplacera pas ni la perte des images sacrées, ni la disparition des statues ou des pierres. Le problème de la restitution des trésors volés ou déplacés par les pilleurs les mieux intentionnés ou par les musées occidentaux en Égypte durant les siècles précédents intéresse bien évidemment les archéologues. Il y a aussi, bien sûr, la constitution de ce qu'allaient devenir nos fameux musées. Bon. Alors c'est vrai qu'on connaît une période assez particulière, qui est la période, d'ailleurs, que l'on désigne un petit peu comme étant la période de la guerre des consuls, parce que nous avions en Égypte à cette époque, donc on est dans les années 1815-1816, nous avions évidemment un consul général qui était le Bernardino Drovetti pour la France, qui représentait la France. Et puis alors il y avait un consul anglais qui était Henry Salt, qui lui représentait pratiquement la partie britannique. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que vont se constituer les grandes collections, notamment occidentales, européennes, et en particulier, bien sûr, la collection française et la collection anglaise. Alors il est vrai que ces consuls vont faire appel à des agents qui vont parcourir le pays, qui vont repérer évidemment les pièces archéologiques les plus belles, celles qui pourront, disons, constituer les pièces maîtresses de ces futurs musées. Alors nous avons par exemple ici au Ramesséum la visite en 1816 d'un certain Belzoni, qui, à la demande du consul Solt, vient visiter les lieux, dans un but d'ailleurs très précis, c'est d'emporter le buste d'une statue qui se trouvait dans la deuxième cour du temple et que l'on désignait jusque-là comme étant le jeune Memnon. Alors c'est vrai que c'est en plein mois de juillet 1816 que Belzoni se lance dans cette opération, va sortir du Ramesséum ce très très beau colosse finalement, ce buste plus particulièrement, et va pratiquement le mettre sur un bateau et puis le faire partir jusqu'à Alexandrie. Et d'Alexandrie, bien entendu, ce buste ira vers l'Angleterre. Et c'est aujourd'hui bien sûr le jeune Memnon que l'on voit exposé au British Museum aujourd'hui, est une des plus belles pièces, si vous voulez, de ce musée.
Aujourd'hui, consciente des trésors inestimables qu'elle a perdus, l'Égypte se retrouve au cœur de batailles diplomatiques. Elle exige que nombre de ces objets historiques soient rendus à son pays, mais la demande n'aboutit pas. Car ces pièces valant une fortune, les musées occidentaux ne veulent pas s'en séparer, hormis quelques exceptions néanmoins encourageantes.